Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai entendu une fusillade, j'ai eu au moins 7 coups et bon, j'ai vu un cadavre. Il y a une voiture avec 5 occupants qui sortaient d'une boîte de nuit dans le 11e arrondissement de Marseille. Et se sont retrouvés pris dans des tirs d'armes lourdes, on parle de Kalachnikov. De toute évidence, c'est lié au trafic de drogue. Il faut s'attaquer à la racine du mal. La population a peur de partout et on voit qu'on est à l'abri nulle part, y compris dans des quartiers résidentiels. Il y a une lutte des territoires acharnée, une vendetta véritablement entre ces narcotrafiquants marseillais. Nous en sommes à 21 décès depuis le début de l'année. Ça fait à peu près un par semaine. Et donc dimanche à Marseille, une nouvelle fusillade a coûté la vie à 3 hommes dans un quartier résidentiel du 11e arrondissement, longtemps épargné par les règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Selon les premiers éléments de la police judiciaire, le mode opératoire de cette guerre des gangs semble avoir évolué. Écoutez ce qu'a dit la préfète des Bouches-du-Rhône. On est clairement dans un trafic très organisé à Marseille, qui n'est pas un trafic de cité, avec des têtes de réseau qui sont peu nombreuses et qui contrôlent une bonne partie du trafic à Marseille. Et donc lorsqu'elles se font une guerre, comme elles le font là actuellement depuis quelques mois, elles font appel à la main-d'œuvre qui est prête à tuer quelqu'un d'autre pour quelques dizaines de milliers d'euros. Les têtes de réseau, elles sont en fuite. Elles ne peuvent plus rester à Marseille parce que la police met la pression et qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas rester sur le territoire national. Donc elles se sont mises à l'abri dans certains pays. Donc ils vivent une vie de fugitifs. Ils peuvent continuer par leur puissance financière à commanditer des assassinats depuis l'étranger. Mais il y a sur le territoire national des personnes qui exécutent ces assassinats. Et donc nous sommes là pour les interpeller. Pour les interpeller, mais aussi pour leur couper les vivres et s'attaquer ensemble à leurs intérêts. Une nécessité quand on sait que depuis le début de l'année, 21 personnes ont été victimes de ces règlements de compte. On est grosso modo sur une tendance à 50 morts par balle pour l'année à Marseille. Alors, est-ce que vous pensez que ça va plus loin que le trafic de drogue, que la ville est aux mains d'organisations criminelles? Vous vivez à Marseille, vous avez quitté Marseille, venez témoigner. On vous attend au 0826 300 300. En tout cas, pour la question que l'on vous pose sur ceux qui votent sur notre compte Twitter, c'est un grand oui à 93%. Et pour en parler, notre invité, Frédéric Ploquin, est avec nous. Journaliste, grand reporter et auteur de Jackie le Mat, Le Parrain, Le Showbiz et les politiques, coécrit avec Christine Imbert et publié chez Plomb. Bonsoir Frédéric Ploquin, merci d'être en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, le constat est de pire en pire, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'en parler de semaine en semaine et ça s'accélère finalement. Absolument, et je fais amende honorable parce qu'il y a 1 ou 2 ans, j'en avais tellement assez d'entendre en permanence invoquer la drogue comme cause exclusive de l'augmentation de la délinquance et de la criminalité, comme si ces gens-là excusaient le reste de la délinquance que... En fait, j'ai commis une erreur. Je suis obligé de constater, peut-être comme nous tous, qu'il y a des mafias, il y a des cités, et que si on parvenait en effet à lutter efficacement contre la drogue, contre les trafiquants, mais pour ça, et pardon, j'aborde un thème que je ne vais pas prolonger, mais il faudrait changer radicalement l'état de droit de mon point de vue, eh bien, on parviendrait à éradiquer une certaine forme de délinquance qui est à la source des crimes et probablement même de la délinquance au quotidien. Mais on en est loin et j'ai le sentiment que le pouvoir donne l'impression d'une impuissance, peut-être parce que la tâche est insurmontable ou peut-être est-il lui-même assez incompétent dans ce domaine. Virginie Kelmel, vous qui avez été maire adjointe d'une grande ville de France, Bordeaux, vous dites Marseille c'est un autre monde. Oui, alors Bordeaux, en plus, à l'époque où j'étais élue et où Alain Juppé a été maire pendant des années, c'était une des villes les plus sécures de France. Donc forcément, on avait effectivement l'impression que c'était un autre monde. Pour autant, même à Bordeaux, il y a une délinquance qui est en train de s'installer. Donc je pense que par rapport à ça, il faut prendre des mesures le plus en amont possible. Déjà, moi je crois à la prévention et le plus en amont, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut de la surveillance par vidéo, qu'il faut de la dissuasion et que la vidéosurveillance est une façon aussi d'aller dans la dissuasion et de mettre des garde-fous. Après, j'ai quand même un questionnement personnel, mais que je pense beaucoup ont, c'est finalement
pourquoi autant d'aveux d'impuissance depuis aussi longtemps? On a un peu le sentiment qu'on a voulu laisser, peut-être au nom de la paix sociale, on a voulu laisser des trafics s'installer en se disant que si on allait à l'encontre de ces trafics, on allait justement créer une sorte de guerre civile, ou en tout cas mettre le feu aux banlieues, parce qu'il n'y a pas que Marseille, on peut parler des banlieues au sens large. Et aujourd'hui, je crois que quand même, là, il serait temps de se rendre compte que peut-être, au contraire, que de lutter contre ces trafics sera in fine moins coûteux, y compris si ça doit être dans la douleur, que de laisser faire avec des morts qu'on est en train de compter par dizaines, centaines. C'est insupportable. Donc il me semble qu'il faut du courage et faire ce que d'autres ont fait. Le maire de New York l'avait fait à une époque. Ça se fait îlot par îlot, cave par cave. Et à un moment donné, il faut peut-être démanteler des réseaux qui ne sont peut-être pas que de la drogue, des armes, de beaucoup de choses. Et il me semble qu'il est temps de passer à l'action. Oui, mais démanteler, forcément, à un moment donné, il se reforme systématiquement, Michaël Sadoun. Donc c'est un effet de rebond à chaque fois. Mais peut-être qu'on n'apporte pas la bonne solution du point de vue judiciaire, parce qu'on peut mettre toutes les caméras ou la police, les gens demandent plus de bleu dans la rue, d'accord. Samia Ghali demande même l'armée dans la rue. Mais s'il n'y a pas de réponse judiciaire en aval, que les gens ne sont pas condamnés, qu'il n'y a pas une meilleure utilisation de la prison pour des peines courtes, comme ça peut se faire dans les pays du Nord, qu'on n'a pas cette politique du tolérance zéro qui a été appliquée par Giuliani à New York et qui a été efficace, ça ne sert à rien d'envoyer plus de policiers. Alors en effet, ça peut rassurer la population, parce que c'est sûr qu'avec 21 morts depuis le début de l'année et des fusillades qui sont quotidiennes, la population, elle, a peur. Il y a des témoignages de gens qui habitent à 100 mètres des écoles et qui accompagnent leurs enfants en voiture parce qu'ils ont peur qu'il arrive quelque chose. D'autant plus que ce phénomène est ancien, parce que c'était la mafia corso-marseillaise, mais maintenant ça change un petit peu. Les gens qui viennent de l'immigration récente reprennent la tête de ces réseaux petit à petit. Mais ce qui est nouveau, c'est quand même l'extension géographique. Maintenant, on sait qu'ils recrutent les choufs, les trafiquants de toute la France et qui font des appels d'offres massifs. La préfète des Bouches-du-Rhône en a parlé, c'est un phénomène qui est en train de s'étendre. Il y a une extension dans le profil des victimes, puisque maintenant, ne pas participer à ces trafics n'est plus une garantie qu'on ne va pas être touché par ce genre de fusillade. Et puis, on a vu aussi les violences qui se multipliaient dans différents territoires, à Villerupt, à Cavaillon, à Nantes. Donc, ça n'est pas qu'à Marseille. Et je pense qu'il faut répondre avec une justice extrêmement ferme. Voilà. Frédéric Ploquin, d'abord merci d'être avec nous. Quand on regarde le trafic de drogue, le problème c'est que ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de 7 ans, de 14 ans, des adultes, des étrangers. Comment réguler tout ça? Ça devient très compliqué, même en matière de législation. La première chose que je voudrais dire, c'est répondre à Philippe Bilger tout à l'heure, et compléter ce qu'il a dit en disant qu'effectivement aujourd'hui le trafic de stupéfiants, la drogue est le moteur nucléaire, la matrice du crime en France. C'est-à-dire que c'est le cœur, et il a effectivement raison de faire ce mea culpa, c'est qu'aujourd'hui on en est là, la drogue est au carrefour de l'intégralité des autres crimes et délits, que ce soit les assassinats, les tentatives d'assassinat, les enlèvements, avec séquestration souvent, la corruption. Je rappelle que l'argent de la drogue est tellement important, la drogue génère tellement d'argent qu'elle est à l'origine d'une nouvelle corruption en France, notamment. Il n'y a pas qu'en Colombie ou au Sénégal, puisque cette corruption touche à la fois tous les maillons, si vous voulez, que les trafiquants rencontrent sur leur chemin, c'est-à-dire qu'elle peut frapper aussi bien les dockers que les bagagistes dans les aéroports, que les policiers, que les élus locaux. Donc voilà, pour confirmer cela, c'est-à-dire qu'effectivement la drogue engendre et génère, sans compter ceux qui sont obligés de cambrioler effectivement pour se payer, ça c'est plutôt pour ce qui concerne l'héroïne ou le crack, des drogues plus dures. Donc à tous les niveaux du spectre, je pense que le gouvernement et les ministres successifs de l'Intérieur ont raison de considérer la drogue comme le fléau numéro 1 principal. Ensuite, pour répondre à la mairesse qui s'exprimait tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord. Moi j'étudie ce phénomène depuis une quarantaine d'années et j'ai vu de près, dans un certain nombre de régions, de secteurs, j'ai vu de près des élus locaux considérer qu'il était plus sain, provisoirement, de pactiser, disons, avec des éléments issus de ce crime organisé, de passer des accords,
peut-être pour faire venir à l'occasion vers les urnes des personnes qui n'y venaient plus et donc se faire réélire pour un deuxième mandat. Bref, il y a eu cette tentation d'acheter la paix sociale et au final, qu'est-ce que récoltent ceux qui ont cru à pouvoir acheter cette tranquillité? Ils récoltent le chaos total, c'est-à-dire que la drogue n'est pas ce qu'ils croyaient. Les phénomènes criminels qui sont derrière la drogue, ils se sont complètement trompés, gourés sur l'analyse qu'ils ont faite de ces phénomènes. La drogue renverse tout sur son passage. Et effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que le chaos que la drogue sème dans les pays producteurs, Colombie, Pérou, la Colombie est en guerre civile depuis 40 ans, dans les pays de transit, elle est aujourd'hui au pied de nos quartiers, de nos cités où se vend le produit stupéfiant. Et là où on avait peut-être il y a 30, 40 ans encore des points de deal un peu pépère, tranquille, aujourd'hui c'est la guerre partout. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment la manne de la cocaïne qui débarque et qui déferle sur la France. La cocaïne, c'est un produit qui rapporte beaucoup plus que le cannabis. Et donc, ça génère tellement d'argent que ça les rend complètement fous. Et ça débarque en ruralité aussi, pardon, Frédéric Ploquin. Ah, ça, c'est autre chose. Mais déjà finir là-dessus, il y a aussi ce rajeunissement. J'en ai plus autant de Jackie Lemat et de ses vieux voyous que Philippe Bilger jugeait. Je les ai connus intimement. Dans lesquels il intervenait comme avocat général. Je veux dire, où là, on pouvait discuter poliment, calmement, avec des individus qui avaient passé leur carrière dans le grand banditisme, qui avaient côtoyé des notables, qui avaient côtoyé des élus locaux, et qui s'exprimaient au demeurant très bien. Là, aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est face à des individus qui savent pertinemment qu'ils vont mourir à 25 ans, 26 ans, 27 ans, peut-être pour les plus âgés, qui grillent comme ça la vie à une vitesse folle, et qui, en plus, sont rendus fous par les réseaux sociaux, qui consiste à... ça ne rend pas fou que les criminels. Il y a plein de gens qui se mettent en scène en permanence, mais eux, ils mettent en scène en permanence leur propre violence, ils sont fascinés par leur propre violence, qui devient de plus par leur ultra-violence. Ce qui se passe avec le Matteo F, là, le tueur à gages de 18 ans, qui se met en scène régulièrement. Philippe, 0800. Juste comme je le rappelle, comme Mohamed Merah, le terroriste, c'est-à-dire qui allait commettre ces crimes. C'est une génération qui est née dans cette foulée-là, qui allait commettre ces actes barbares, on va dire, avec une GoPro sur le casque pour justement pouvoir... Ça ressemble un petit peu à ça. Ça a démarré comme ça dans les années 2015, je dirais. Et aujourd'hui, on arrive à un summum de cette mise en scène, à se demander même parfois si un jeune comme celui-ci de 18 ans sait vraiment est dans le réel et pas dans un jeu vidéo. Frédéric, ça réagit au 0826 300 300, nos auditeurs du jour. Renaud, rebonsoir Renaud, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Marseille est aux mains d'organisations criminelles? Clairement, oui, je suis assez d'accord avec l'ensemble des vraies voix, mais moi je vais rajouter quelque chose. Ça fait des années que les gouvernements successifs pratiquent ce que j'appelle moi la politique de l'autruche, en mettant la tête dans le sable et en faisant quelques actions coup de poing une fois de temps en temps par-ci par-là. Je vais rappeler une chose que j'avais dit à une époque sur l'antenne de Sud Radio quand en matinale était reçu un ancien responsable de la police, où j'évoquais le fait, notamment à Toulouse, dans un quartier, Bagatelle pour pas le nommer, où en face, sur la place commerçante, il y avait du trafic de cannabis, et quand juste devant les commerces, ce qui empêchait les riverains et les clients des commerces d'aller faire leurs achats, et quand ces gens-là allaient au commissariat du quartier pour prévenir effectivement que c'était pas possible et que ça pouvait pas continuer, les policiers du quartier disaient écoutez, nous, on ne peut pas bouger, on a ordre de ne pas bouger pour éviter les problèmes dans le quartier. Donc, effectivement, la paix sociale, effectivement, on est en plein dedans. Quand on voit qu'aujourd'hui, notamment à Marseille, il y a des armes de style Kalachnikov et autres, il y a un moment donné, ce n'est plus possible. Oui, ce n'est plus possible. Il faut envoyer la police, s'il le faut, envoyer l'armée et faire appliquer tout simplement la loi. Parce que la loi, moi je le dis, elle n'est pas appliquée. Bougez pas, Renaud, une petite relance de Philippe Bichard.
demander à Frédéric Ploquin, et je ne suis pas totalement d'accord avec Michael Zatoun, bien sûr on peut pointer une responsabilité du judiciaire, mais pour ces trafics-là, encore faudrait-il que le judiciaire soit saisi. Et quand il est saisi, il y a une forme d'impuissance. Mais ma question, Frédéric, c'était, est-ce que je pense au film Bac Nord, qui est un film admirable, parce qu'il montre la difficulté qu'on aurait pour reprendre possession de ces cités. Est-ce que ça pourrait être une solution si on avait une police outillée de la sorte? Alors Frédéric Ploquin court parce qu'on nous appelle de Marseille. Bah écoutez, de toute façon, quand vous interrogez les policiers qui sont en poste sur le terrain, ils vous disent tous que la présence policière dans les quartiers, elle est importante, qu'au contraire, il faut la renforcer. Et effectivement, sur le terrain, quand vous mettez une compagnie de CRS, c'est provisoire, mais si vous renforcez aussi bien les BAC que les services généraux, on va dire, des commissariats de police locaux, vous empêchez la graine de s'installer. Parce que si vous voulez, le haut du spectre de la police judiciaire, elle intervient sur les grands réseaux internationaux. Mais à la base, au départ, la petite histoire qui se joue sur le terrain, c'est celle de quelques jeunes qui se disent tiens, finalement, il n'y a pas beaucoup de policiers, on va s'installer là, on va planter un petit point de deal. C'est ce qui s'est passé dans un quartier de Marseille, notamment récemment. Et là, je sais que la police locale, le commissariat du point, par sa présence, a réussi à neutraliser l'émergence d'un nouveau point de deal. Mais si vous les laissez faire, comme ça a été fait depuis des années, moi j'ai enquêté sur des points de deal où je suis allé interroger des trafiquants qui les tenaient et qui m'ont dit mais attendez, moi c'est mon grand frère qui le tenait, puis puis quasiment mon grand-père. C'est de père en fils. Ça faisait 4 générations qu'ils tenaient les mêmes points et qu'ils étaient finalement, qu'ils considéraient qu'ils étaient chez eux. On part à Marseille. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Alors vous qui vivez à Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Marseille est aux mains d'organisations criminelles? Vous avez peur, vous, en vivant à Marseille? Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a une tension dans le regard, dans les faits, etc. Mais bon, Marseille reste quand même une ville assez tranquille. Par contre, après, au niveau des stupéfiants, il est vrai que ça, c'est impressionnant. Hein. Bon, je suis consommateur, je le dis. Hein. Et je suis, même moi, je suis quand même scandalisé et même outré de la facilité de trouver des choses. Voilà, il y en a de partout. Et je peux vous poser une question, Christophe? Oui. Quand vous voyez ce qui se passe, les assassinats, d'être consommateur, vous n'avez pas l'impression justement de jouer dans le jeu de ces gens-là? Non, du tout. Il faut. Tu peux quand même. Non, moi, je donne pas de leçon. Vous leur faites gagner de l'argent. Oui. Non. Oui, non, mais ça c'est un fait. Après, bon, on va pas. Là, après les règlements de compte, c'est entre bandes organisées, etc. Ça, je sais pas trop comment ça se passe, mais même au jour dans les cités, vous voyez, par exemple, quand vous voyez Bac Nord, ça se passe pas du tout comme ça dans Marseille. Il est vrai que dans certaines cités, il est difficile de rentrer. Vous avez des gros points de contrôle, etc. Mais il n'y a pas cette énorme tension. Après, réellement, bon, pour retirer mon chapeau à la police quand même, ils travaillent énormément. Je vous garantis, ils font courir tout le monde à Marseille, toutes les cités. Hein. Méfiez-vous parce que bientôt, ils vont s'attaquer à ceux qui consomment. Faites attention quand même pour vous. Oui, mais c'est le problème. Vous savez, le problème, non, c'est pas tant le consommateur qu'il faut attaquer. Ça, c'est la facilité. Ah bah si, un petit peu quand même. C'est Christophe. Sans consommateur, il n'y a pas de drogue. Exactement. Qu'on sanctionne, voilà. Je dis, si on se fait attraper, on est sanctionné. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est pas la sanction, c'est quand vous voyez c'est ça la facilité, c'est qu'il vous en avez de partout, on vous en propose de partout, vous voyez. Le problème qu'il y a, c'est que même quand vous avez une mentalité assez forte, ça rentre de partout. Et maintenant, vous avez de nouveaux phénomènes. Non, mais Christophe, je peux pas vous laisser dire ça. Nous, on habite dans des grandes villes. À Paris, on en trouve aussi facilement. On n'est pas obligé d'en prendre. Non, je dis pas ça. Attendez. Je dis pas ça. Non, ne détournez pas de moi. Moi, j'ai fait une comparaison entre quand j'étais jeune et maintenant, parce que j'ai plus de 50 ans. Quand j'étais jeune, les réseaux dans les cités, etc., c'était tenu par des mecs de quartier, par des gens, etc., qui tenaient la poignée. Maintenant, dans les cités, c'est plus du tout des réseaux de cités. Les jeunes qu'il y a, ils changent tous les 15 jours. C'est des gens qui viennent de Paris, de n'importe où. La plupart du temps, c'est des gamins. Mais c'est des gamins. Dernièrement, il y avait un gamin de 11 ans. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais choqué, je suis parti, vous voyez. Bon. Merci en tout cas, Christophe, parce qu'on est très en retard. Merci beaucoup, parce que ça mériterait forcément des débats beaucoup plus longs. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin, d'avoir été avec nous, un journaliste du Grand Reporter et auteur de Jackie le Mat, Le Parrain, Le Showbiz et les politiques, coécrit avec Christine Imbert, publié chez Plomb. Lisez les livres de Frédéric Ploquin, ils sont excellentissimes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer de commenter, bien entendu, et on revient dans un instant. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. À tout de suite.